Aujourd'hui, je participe à une dégustation donc qui a lieu dans quelques heures. C'est un dîner dégustation où nous nous retrouvons entre amis amateurs de vin. Nous avons déjà fait plusieurs fois et nous allons déguster des vins que chacun va apporter de son côté. Donc nous sommes quatre, il y aura 4 vins. Il y aura un champagne qui, lui, ne sera pas dégusté à l'aveugle. Je sais d'ores et déjà ce que c'est et je vous en parlerai quand je vous ferai mon compte rendu suite à cette vidéo. Mais chacun apporte une bouteille et notre ami qui fête un anniversaire important cuisine. C'est un fin cuisinier, un amoureux de la gastronomie comme moi, un amoureux du vin aussi. De toute façon, nous sommes amoureux du vin et chacun va apporter un vin qui lui ressemble ou en tout cas qu'il a envie de faire découvrir et surtout à l'aveugle. Et donc j'ai choisi un rouge délicat. Je n'ai pas dit plus sur ce vin parce qu'il fallait bien quand même qu'il prévoie un mariage des mets et des vins, mais je veux absolument que lui-même participe aussi à cette dégustation à l'aveugle, parce qu'on aurait pu avoir une demi-aveugle, c'est-à-dire celui qui organise connaît tous les vins, mais je dis simplement c'est un rouge délicat. Alors ce rouge délicat, c'est un pinot noir de Champagne, donc c'est un coteau champenois rouge de la maison Aigli-Aurier, donc fait par Francis Aigli, qui est aujourd'hui un des plus grands vignerons de Champagne. Alors, ces coteaux champenois ont, en ce qui me concerne, une histoire particulière. Je le dis parce que on choisit jamais des vins au hasard, on les choisit en fonction des circonstances, mais aussi en fonction de ce qu'on a vécu, parce qu'on a envie peut-être de revivre l'émotion qu'on a connue avec un vin. Alors, il se trouve que j'ai commencé à goûter des coteaux champenois rouges très tôt, c'est-à-dire très tôt dans mon apprentissage du vin, alors qu'aujourd'hui, je connais plein de gens autour de moi qui sont des grands amateurs de vin qui n'en ont jamais goûté. Le coteau champenois n'est pas forcément une appellation très connue. Elle est peut-être connue de nom, mais pas assez connue sur la qualité des vins. Et on associe souvent le pinot noir avec la Bourgogne, de plus en plus avec le Jura, mais aussi, bien entendu, depuis très longtemps avec le Sancerre, mais beaucoup moins en dehors des cuvées 100% Pinot Noir de Champagne, d'ailleurs dont la maison Aigli-Aurier est très connue, puisque leur blanc de noir à base de Pinot Noir est une des plus belles signatures de Champagne. Mais c'est vrai que les coteaux champenois en rouge, peut-être qu'en blanc, les gens ont plus de facilité, ben, il se trouve qu'il y a très longtemps, j'ai goûté des bousies rouges d'un vigneron qui s'appelle Georges Vessel, qui, je pense d'ailleurs, était maire de Bouzy. Et donc, Bouzy Rouge est une appellation à part entière dans l'univers de Champagne. Le reste des vins non Champagne méthode champenoise tombent sous l'appellation coteau champenois quand ils ne tombent pas sous l'appellation vin de France, quand ils veulent carrément sortir de l'appellation et utiliser les cépages, mais c'est plutôt extrêmement rare. Mais là, en ce moment, il y a une vague, j'ai pas envie de dire une vogue, mais vraiment une vague, pas de tsunami encore, n'exagérons pas, mais une vraie vague de nouveaux vignerons qui mettent les coteaux champenois en avant, que ce soit en blanc ou en rouge, et même en rosé, figurez-vous. On s'imagine moins, on voit bien des champagnes rosés, mais des coteaux champenois, donc des vins tranquilles, rosés. Voilà, donc je vais en ouvrir une, j'espère bientôt. Je n'en ai personnellement jamais goûté. Donc l'histoire de ce pinot noir, pour moi en Champagne, a été marquée par ce Bouzy, que je trouvais tellement différent des pinots noirs de Bourgogne. Et très caractéristique, un vin plutôt léger. Je ne dis pas que les vins de Bourgogne sont lourds, loin de là, mais plus léger, plus clair en couleur, encore beaucoup plus clair, presque une couleur de vin rosé, et très fruité, mais très facile à boire, beaucoup plus facile qu'un pinot noir classique. Et je suis resté sur cette image-là, jusqu'à il y a un an, j'étais dans la galerie Vivienne au Cave-le-Grand avec des amis et Arnaud Tronche, le directeur, nous étions autour d'une table, et chacun avait apporté des bouteilles, et il y avait une bouteille à l'aveugle que j'ai goûtée, que j'ai trouvée absolument sublime. Et donc, j'ai hésité, pour tout vous dire, entre un vin de la Romanée Conti et peut-être un vin de Bizot. Et quand l'étiquette a été découverte, oh ma surprise, coteau champenois, la cuvée de Francis Aigli en 2011.
Et à partir de là, je me suis dit, déjà ce vin avait une capacité de vieillissement assez phénoménale. Je trouvais qu'il était très bon, mais qu'il pouvait encore donner beaucoup plus dans 10 ans. Et là, je me suis mis en tête, je vais essayer de retrouver un millésime plus ancien, d'une dizaine d'années. Et c'est là donc que je suis tombé sur cette cuvée de 2002, donc l'étiquette en bonnet rouge. Alors en bonnet en un seul mot, hein, c'est un lieu-dit en Champagne. Et donc c'est une appellation coteau-champenois qui s'appelle la cuvée des grands côtes ou des grands côtés. Je crois que c'est des grands côtés, c'est ça. Donc appellation coteau-champenois contrôlée. Bon, à partir de là, donc c'est un grand cru. Ce sont des vieilles vignes. Et là, donc, c'est la cuvée qui a été réalisée sur la vendange 2002. Donc, contrairement au champagne, il n'y a pas de nom millésimé, quoique ça peut arriver maintenant chez les nouveaux vignerons, mais chez, en tout cas, Egli, toutes les bouteilles sont millésimées. Alors, j'ai essayé de me renseigner. En fait, le père de Francis faisait déjà des coteaux champenois, mais lui, les vieillissait dans des cuves en inox, donc pas du tout à la méthode bourguignonne, donc pas de fût. Et quand Francis Egli, pour la première fois, a réalisé lui-même cette cuvée, c'était en 1995. Donc là, on est sur le 8e millésime. En tout cas, c'est la première cuvée bourguignonne, on va dire bourguignonne, qu'il a réalisée, parce qu'elle a été effectivement réalisée dans des fûts. Alors, ce ne sont pas des fûts neufs, mais comme en Bourgogne, il n'y a pas que des fûts neufs. Et là, donc, c'est dans des pièces bourguignonnes. Et je ne dis pas que c'est pour ça que j'ai trouvé que le vin pouvait ressembler à un très très grand vin. En tout cas, pour moi, ça ressemblait à un très grand cru de Bourgogne. Il y a de l'esprit bourguignon dans ce vin champenois. Donc, pour vous dire aussi que les choix que l'on fait sont liés à des expériences personnelles, à une histoire, mais aussi à l'histoire qu'on veut écrire. C'est-à-dire que ce soir, il va se passer des choses autour de cette bouteille, il va se passer d'autres choses autour des autres bouteilles. Mais la différence, c'est qu'aujourd'hui, je goûte ce vin avec un niveau d'attente. Est-ce que je vais retrouver cette émotion que j'ai eue? Alors, la première émotion liée à un vin est toujours, c'est la première, elle est forcément unique. C'est comme l'enfance, quand on goûte quelque chose pour la première fois. Pour moi, c'était ça, même si j'ai pensé que ça pouvait être un vin du domaine de la Romanée-Conti ou de Bizot, mais quand j'ai vu la bouteille, ça a été pour moi comme une révélation assez exceptionnelle. Donc à partir de là, cette expérience, elle est unique, je ne peux pas la répéter, mais je vais rechercher autre chose, et puis il y aura cet instant de dégustation là que je fais face à la caméra avec vous, et puis il y aura l'instant de dégustation que je ferai avec mes amis autour de ce beau repas. Cet instant qui sera forcément différent, et puis il y aura plus de monde. Je serai moins on va dire, aller en intimité, en tête-à-tête avec ce vin-là, même si je suis face à vous et je sais que je ne suis pas seul puisque vous êtes nombreux à me suivre et je vous en remercie. Alors, nous allons donc voir ce que donne ce vin. Il s'est ouvert alors très très facilement. Le bouchon est d'une excellente qualité. J'aimerais que tous les bouchons soient comme ça, parce que pour un bouchon de 20 ans, qu'on pouvait le voir, il est comme neuf, je dirais. Il n'y a aucune trace, en tout cas, d'odeur de bouchon. Et donc, voilà. Écoutez, l'étiquette, elle est un peu abîmée, mais on arrive à bien lire. C'est un vin qui a sans doute sommeillé dans une cave humide, ce qui est normal. Les étiquettes ne restent pas immaculées, et c'est tant mieux. Donc, voilà, nous allons attaquer. Alors déjà, la couleur est une très très belle couleur. C'est une couleur très claire, peut-être pas aussi claire que le bougie rouge, mais ça ressemble effectivement à un Bourgogne d'une vingtaine d'années. Là, on est face à un vin qui a 22 ans. Elle est un peu trouble, elle n'est pas parfaitement limpide, si je puis dire. Le vin n'est peut-être pas filtré, je ne pense pas qu'il le soit, ou en tout cas très légèrement. Et bon, ça donne quand même un vin assez évolué, mais une belle teinte orangée, bien. Voilà. Bon, on va voir maintenant. Voilà. Alors, le nez c'est effectivement un nez de très grand Bourgogne.
Alors, vous avez vu, j'ai à peine mis mon nez sur le verre. J'ai pas besoin en fait de plus. Je vais le refaire par plaisir, mais j'ai pas besoin pour tout de suite être happé par ce bouquet qui est superbe. C'est un bouquet comme on dit souvent de manière très noble, la rose fanée, mais c'est vrai, c'est la rose fanée, les roses qui sont collectionnées dans les livres ou dans les cahiers et qui donnent une certaine odeur. Ou les roses un peu sèches, parfois elles dégagent un tout petit peu d'odeur, mais les roses qui commencent quand vous laissez une rose chez vous, parfois ça donne cette espèce d'odeur. Puis il y a un très léger fumé qui est d'une grande finesse, qui ressort immédiatement au nez. Alors, au-delà de ça, on sent plein de choses. On sent de la framboise écrasée. C'est très floral, très très floral. On sent un bouquet de concentré de viande. Mais c'est surtout le côté floral qui domine, qui est exubérant, qui est présent. Bon, maintenant, je ne vous cache pas que j'ai très envie de goûter le vin. Alors, à l'attaque, c'est d'une grande douceur, très très grande douceur, parce que ce vin-là, en fait, dès l'attaque, il vous apprivoise d'une certaine façon. Il est là, il a un côté attirant, très attirant. Viens vers moi, quoi, viens vers moi. C'est un vin assez parlant. Ensuite, il y a un développement d'une assez forte, je ne veux pas dire ça, mais une acidité assez présente dans ce vin qu'on ressent. Alors là, je viens de l'ouvrir et je pense que cette acidité va se fondre un tout petit peu. Mon expérience avec ces vins-là qui ont une vingtaine d'années, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont me dire ah non, un vin comme ça, il faut l'ouvrir et le boire et pas attendre, parce qu'il y a un risque que le vin s'affaiblisse d'un coup. Moi, je ne crois pas. Moi, je crois que ce vin a une forte structure. Il doit pouvoir tenir. Je pense même qu'il va s'améliorer dans les heures qui viennent, parce que je pense qu'on sera à table avec ce vin dans peut-être 4 heures. Donc, ce sera le moment parfait. Alors, très belle acidité, une rondeur en bouche, un parfum, c'est chantant comme vin, ça a un côté bonbon acidulé gourmand, c'est très gourmand, voilà. Je pense que c'est le mot qui va le mieux à ce vin. C'est très gourmand, mais dans le même temps, c'est très présent. C'est un vin qui a une force de caractère qui est assez étonnante. Mais ça me rappelle des Grands Bourgognes, sans aucun doute. Peut-être par rapport à ma dégustation en 2011, peut-être un surcroît d'acidité, mais je retrouve, ah oui, il y a une toute fin comme ça, très légèrement, très très légèrement fumée, qui comme une petite pointe comme ça, qui reste là en plus, et une longueur en bouche assez exceptionnelle. Mais c'est un vin qui vous appelle, hein. C'est pas un vin distant, c'est un vin plutôt proche, qui est un beau vin. Et en tout cas, j'ai hâte de voir ce que vont en penser. Alors, moi, évidemment, je ne le dégusterai pas à l'aveugle. Les autres personnes, oui. Donc, ce serait intéressant de voir quelles vont être leurs réactions. Et je ne manquerai pas de revenir ici pour partager avec vous non seulement ce moment-là, mais aussi les moments qui ont agrémenté la soirée. Parce que, connaissant les compères, je pense à commencer par le champagne d'apéritif, qui est un champagne assez prestigieux,
des autres vins, je pense, pourront probablement rivaliser avec mon apport personnel à cette soirée que j'espère sera la plus belle possible. Voilà, au plaisir de partager avec vous ces moments. Santé et puis à très bientôt. Je reviens pour vous rendre compte de la soirée dégustation et repas d'ailleurs, qui était organisée par notre ami grand amateur de vin. Nous étions tous d'ailleurs des amateurs de vin. Enfin, quand je dis grand, nous sommes des amateurs, nous ne sommes pas des professionnels. Nous le faisons vraiment par passion. Nous ne sommes pas œnologues, nous n'avons aucun diplôme lié à l'œnologie. Nous avons d'autres diplômes, mais rien à voir. Mais c'est surtout le plaisir de se rencontrer, de se revoir et de passer un moment autour de vins que chacun a choisi, puisque chaque vin choisi est réfléchi et pas pris au hasard. Parfois peut être pris au hasard, mais la plupart des cas, il y a quand même une recherche, une réflexion. Donc nous nous sommes retrouvés tous ensemble donc un soir, le 7 mai, et nous avons, donc il y a quelques jours, et nous avons partagé ces moments ensemble. Alors, toutes les bouteilles étaient cachées. En certaines, on peut deviner la forme, bien entendu. Il n'y avait pas beaucoup de formes de bouteilles bordelaises, pour ne pas dire qu'il n'y en avait d'ailleurs aucune. Il y avait une bouteille qui était un peu plus longue que les autres. D'ailleurs, c'est une meilleure manière de nous envoyer sur des fausses pistes. Et donc, notre hôte avait préparé un repas en 5 actes, 6 actes. 6 actes. Donc, apéritif, 2 vins blancs avec un plat à base de poisson, un plat de viande avec des vins rouges, un autre plat avec à nouveau du vin rouge, ensuite le fromage avec un vin, et puis le dessert avec un vin. Et on a eu un débat dans quel ordre il fallait placer, et finalement, mon aiguille oreiller 2002 s'est retrouvé sur le premier plat où il y avait un autre vin rouge. Je reviendrai là-dessus. Donc nous avons commencé en fait, même avec un avant apéro, un vin blanc à l'aveugle, qu'il fallait deviner. Bon, à chaque fois c'est un exercice, mais il faut faire l'exercice. Donc moi j'ai noté chardonnay, plutôt fleuri et un profil sudiste. Et mon inclinaison, ça a été ma première réaction, c'est de dire c'est un vin de la côte cernolaise. Eh bien, effectivement, c'était un Pouilly-Fuissé du domaine Jules Desjournées, qui est un grand domaine qui est situé dans le Mâconnais et la côte chalonnaise, donc à cheval, connu pour ses grands Beaujolais, connu aussi de plus en plus pour ses beaux blancs. Donc voilà, c'était ce vin qui m'a beaucoup plu. En tout cas, je suis content de l'avoir reconnu. Donc l'œnologue s'appelle Fabien Dupéret. C'est quelqu'un qui, l'œnologue, le propriétaire du domaine, c'est Fabien Dupéret. C'est aussi un agent de vignerons, donc il connaît beaucoup de vignerons, en particulier en Bourgogne. Il a eu la chance de voir comment les vignerons, pas forcément dans le détail, comment les vignerons travaillaient, et du coup, je pense qu'il s'en est inspiré pour trouver sa propre voie, bien évidemment. Alors, en apéritif, nous avions, le vrai vin d'apéritif, c'était un champagne. Notre hôte, grand amateur de champagne, en particulier de Dom Pérignon. Et là, nous avons nous avons goûté, nous n'avons pas fini, parce que c'était un Magnum 2009, que j'ai trouvé avec une grande consistance en bouche, une très belle longueur, une trame très serrée, une belle robe, une très belle robe. Donc c'est toujours un moment joyeux de goûter un champagne, qui plus est quand c'est un aussi bon champagne. Donc plutôt jeune, je pense que c'est un champagne qui peut encore attendre, surtout en magnum. Et de toute façon, le format pour les champagnes en magnum pour le partage est en bon format. Je ne sais pas si vous avez remarqué, souvent on ouvre une bouteille, puis on en ouvre une deuxième. Donc avoir un magnum. Et apparemment, ce que me disait mon ami, c'est que le Dom Pérignon en
champagne n'a pas tout à fait le même goût qu'en bouteille. Je ne pourrais pas en dire autant parce que je n'ai pas cette expérience. Ensuite, donc, nous sommes passés sur 2 vins blancs qui accompagnaient un plat à base de fruits exotiques et de crevettes. Et donc les 2 vins blancs étaient quand même très différents et très surprenants tous les deux. Tous les deux. Alors j'en ai reconnu aucun des deux, donc j'ai plutôt brillé au début et ensuite mon étoile s'est éteinte très rapidement parce que, bon, le premier j'ai trouvé anisé, fruits pâtissiers, j'ai adoré. Jeune, j'ai trouvé jeune, très vigoureux, beaucoup de jeunesse. C'est en fait la cuvée Roussanne Vieille Vigne en 2021 de Beaucastel. Et ensuite, un vin alors avec une forme de vin d'Alsace. J'ai pas pensé à un vin d'Alsace du tout, mais là j'étais complètement perdu. J'ai trouvé qu'il avait un côté Jerez, les vins, vous savez, d'Andalousie, mais sans le côté oxydatif. Donc il n'était pas oxydatif, mais il avait un goût de Jerez en bouche, en tout cas très hyper parfumé. Il s'agissait d'un Château Grillé 2016. Alors, Château Grillé, c'est une appellation, une enclave à l'intérieur de l'appellation Condrieu, qui est considéré comme en tout cas, qui produit, en tout cas, c'est ce que dit Krunowski à son époque, qui produit un des plus grands vins blancs du monde, à l'égal de, je crois, il y a Château d'Yquem, il y a Montrachet, il doit y avoir aussi la coulée de Céran, je ne suis pas tout à fait sûr. Et là, nous sommes passés à table et Montrouge faisait partie donc de cette deuxième confrontation post-apéro. Et là, il y avait un rouge pirate et Montrouge. Donc, le rouge pirate, pour moi, c'était un vin très étonnant, difficile pour moi de le situer sur la carte. Je me demandais même s'il n'était pas en Espagne ou même en Italie, dans le sud de l'Italie, parce que les fruits étaient très mûrs, il avait un côté ancre, et il y avait quand même une chaleur due sans doute à la jeunesse du vin, que je pense c'est un vin de longue garde, j'en suis pratiquement sûr. Et là, en fait, c'est un Beaujolais, d'une toute petite maison, qui s'appelle, c'est le domaine Emmanuel Sanson. Je ne suis pas sûr qu'il fasse plus d'une cuvée, mais en tout cas, il y a au moins une cuvée qui s'appelle la 1949. Probablement, ça doit être des vignes qui datent de 1949. Et là, on était sur un millésime 2023, donc très jeune. Et ensuite est venu Montrouge. Montrouge en 2 mots. Montrouge était évidemment servi dans une bouteille de forme bourguignonne, couleur, comme vous l'avez vu dans la première partie, une couleur claire, une couleur cerise, cœur de pigeon, Bourgogne, couleur Bourgogne. Tout le monde l'a pris pour un Bourgogne, mais sans équivoque. C'était pas un Bourgogne, bien entendu. Et quand ils ont découvert, alors l'âge, ils ont eu un peu de mal. Il y en a un qui a situé le vin entre 2000 et 2005, chapeau, pour un 2002. D'autres lui ont donné plus d'âge, probablement parce qu'ils pensaient que je suis grand amateur des vins du siècle dernier, et donc ça pouvait être il y a toujours ce biais cognitif. En tout cas, le vin a beaucoup plu, beaucoup impressionné. J'ai trouvé qu'avec le temps, il s'est bonifié, et sur la soirée, avec le plat, il allait à merveille. Ensuite, nous sommes passés au plat suivant, où c'était un beau plat d'une très belle viande maturée avec des morilles. Et là, nous avons eu droit à 2 vins, toujours à l'aveugle, apportés par les 2 autres personnes. Donc là, il y avait 2 vins que je pourrais franchement pas décrire. Le premier était noir de couleur, encore plus noir que le Beaujolais, et était très surprenant, très surprenant, très sur le cassis, les baies de cassis, un peu confiturées, quand même une grande consistance, grande consistance, très riche en arômes, en saveurs, un beau vin, un très beau vin, très beau vin, qui à mon avis titrait un certain degré d'alcool, en tout cas vu comme ça.
Et en l'occurrence, c'était un Cayuse qui s'appelle Bionic Frog. Alors, Cayuse, je ne sais pas comment on le prononce, est un vin de la Walla Walla Valley, sur la côte ouest de la Californie, évidemment. Donc, c'est un 100% Syrah. Là, c'était en 2018. Le vigneron s'appelle Christophe Baron. Et donc, c'est un grand vigneron qui a plein de belles cuvées. Donc, Cayuse est une grande marque, je dirais, grande référence dans le monde des vins californiens. Et ensuite, nous avons eu droit à un autre vin qui, lui, hyper surprenant, parce que là, franchement, quand j'ai découvert, c'était un Bourgogne. J'aurais vraiment pas du tout pensé. Autant, je pense qu'à l'aveugle, j'aurais pris l'aiguille oreiller pour un Bourgogne, autant là. Donc là, c'était un domaine Amiot et Fils, Claude Laroche, 2000. Alors là, je ne me souviens plus du millésime. Non, mais je ne me souviens plus du millésime. Je crois qu'il avait quelques années. Voilà. C'était, je pense que c'était 2018 ou 2019. J'en suis plus très sûr. En tout cas, je le noterai dans les commentaires. Ben, c'était un vin très surprenant. Il avait un côté quand même assez tannique, mais des tanins beaux. Pas parfois cette volupté, légèreté qu'on peut trouver, oui, pas légèreté, mais cette volupté qu'on peut trouver dans les vins de Bourgogne. Mais c'était vraiment, vraiment superbe. Alors ensuite, nous sommes passés au fromage, et là nous avons eu droit à un autre vin à l'aveugle. Ce vin à l'aveugle était, là aussi je pense que plus le repas avançait, plus on avait du mal à reconnaître les vins. Même si on a bu des petites doses de manière à pouvoir aller jusqu'au bout sans encombre, mais c'est vrai que le palais, après tous ces vins extrêmement différents, commence à être chargé. Donc du coup, quand arrive un vin fin, un vin blanc fin, c'est pas évident. Là, c'était sur un plateau de fromage qui était magnifique, où il y avait de très très beaux fromages. Et ce vin-là, j'avais très envie en fait de le goûter, très jeune. C'était un Rully, donc retour en côte chalonnaise. Rully premier cru, Grésinier, vieille vigne, d'un domaine qui fait de plus en plus parler de lui, qui est le domaine Dureuil-Gentaille, qui est un Dureuil-Gential, qui est un superbe domaine que j'aurai l'occasion de commenter ici parce que j'ai quelques cuvées que j'aimerais bien un jour partager sur ce canal. Et ensuite, nous sommes passés au dessert. Et que vous dire? Il s'agissait d'un vin de dessert très difficile à reconnaître. J'aurais jamais imaginé qu'il pouvait s'agir d'un Vouvray. Là, on était sur une couleur d'Armagnac, on était sur une couleur de Pedro Jiménez, on était sur une couleur peut-être d'un très très vieux Sauternes, mais qui aurait bruni. On n'était plus sur un vin blanc du tout, on était sur un vin caramel. Mais alors en bouche, c'était une explosion de saveurs. Il s'agit en fait de la cuvée Goutte d'Or du Clos-Naudin, qui est un des grands domaines de Vouvray. Alors Clos-Naudin, c'est un domaine qui est très reconnu donc, sur cette appellation-là, donc c'est 100% Chenin Blanc, là sur du vin liquoreux, et on est sur une cuvée qui s'appelle Goutte d'Or, qui est une cuvée qui se fait très très peu d'années, dont 1990, donc un vin qui a plus de 30 ans, mais j'aurais jamais imaginé qu'un vin blanc pourrait avoir ces arômes-là. Alors, il est encore très jeune, très vigoureux, c'est pas qu'il fait vieux, mais la couleur est absolument incroyable, même en bouche, j'ai l'impression parfois qu'il y a un peu de tanin dans ce vin. On est à la lisière du blanc et du rouge, et bon, ça donne quelque chose d'assez étonnant. Il n'y a pas beaucoup de sucre résiduel. Il y en a, mais en tout cas, on ne le sent pas. Si, il y en a, sûrement, mais nous, on ne le sent pas, en tout cas, en tant que dégustateur. Et nous avons été bien bluffés par ce vin. Bien, alors, je pense que chacun de ces vins aurait mérité une dégustation à part. J'aurais pu même, si j'avais tous ces vins à ma disposition, j'aurais certainement fait une vidéo par vin. Alors bien entendu, là, c'était beaucoup de richesse
d'arômes, de provenance, de choix, de retrouvailles entre nous, mais aussi les bouteilles qui se retrouvent entre elles dans des séries de dégustation sans vrai thème autre que l'amitié et le fait qu'on ait envie de se retrouver, nous ayons vraiment envie de partager ces moments-là. Donc ces bouteilles sont retrouvées l'une à côté de l'autre, comme si vous allez à une soirée organisée par quelqu'un, vous ne connaissez personne, et là, vous faites des rencontres. Là, nous nous connaissions tous, mais les bouteilles ne se connaissaient pas entre elles. Et en tout cas, ne s'attendaient peut-être pas à se retrouver, je pense en particulier au Bionic Frog, de se retrouver face à des vins de Champagne, de Loire, de Bourgogne, etc. Donc, nous nous sommes retrouvés dans ces moments que je trouve superbes, parce que on se souvient, on va se souvenir de tous ces vins que nous avons dégustés, mais nous allons surtout nous souvenir quand nous les avons dégustés et dans quelles circonstances et à quel moment. Et il faut dire que notre hôte nous avait reçus avec les honneurs, les mariages avec les plats, bien que nous ayons caché les bouteilles, lui-même ne savait pas ce qu'il y avait dans les bouteilles. Moi, la seule chose que j'avais donnée comme information était très simple, c'est de dire que c'est un vin délicat. Effectivement, l'Aigle du Royer est délicat, par rapport par exemple à un Bionic Frog qui lui est bien plus lourd, bien plus chargé, bien plus corpulent, bien plus opulent. Et bien entendu, même le Beaujolais nous a surpris. Il n'y avait pas un vin qui pouvait vous laisser indifférent. Tous ces vins méritaient le premier rôle dans une pellicule qui en comportait quelques-uns. Voilà, donc sur cela, nous nous sommes quittés, et la soirée, je dois dire, gardera une énorme empreinte sur nous. Et c'est ça le partage, le vin et l'amitié. En tout cas, très 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 belle soirée. Voilà, je vous dis à très bientôt.